suis en train de partager mon écran qui devrait arriver chez vous dans un instant. C'est bon là. C'est bon, OK. Donc vous faites comme si c'était pas l'Institut Pasteur, mais vous. Hein, donc voilà, vous voyez que c'était il y a pile un mois. Donc il n'y a pas, il s'est pas passé énormément de choses entre-temps, même si c'est un sujet qui malheureusement aujourd'hui va très très vite. Alors, comme Olivier a déjà eu la gentillesse de bien présenter les choses, d'une certaine façon, on va gagner du temps. Mais ce que je vous propose, puisque je suis vraiment heureuse, et pas seulement honorée, mais heureuse aussi de cette invitation, parce que l'impression que j'ai sur ce sujet, c'est qu'on est condamné à l'interdisciplinarité, et c'est d'ailleurs un des plaisirs qu'on a, Olivier et moi, à échanger sur ce sujet, et parce que je pense de plus en plus que c'est comme ça qu'on peut se rendre utile par rapport à ce sujet si préoccupant. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer quand même un temps important du début de ma présentation à essayer de vous expliquer avec le plus de détails possible quelle est la spécificité de l'approche rhétorique dans laquelle je travaille et que je défends. Et puis, essayer de vous montrer, donc là je suis en train de vous faire un petit peu le sommaire, essayer de vous montrer quel est l'intérêt de ce modèle par rapport à d'autres approches existantes qu'elle ne prétend pas remplacer, mais avec laquelle elle prétend discuter justement. Et donc, je vais venir, si vous voulez, sur l'épistémologie que je défends, qui en fait est une conception généalogique de la parole publique, qui envisage une certaine vision de la rationalité sur laquelle je voudrais m'appesantir un moment, que je pense qu'il faut envisager comme stratifiée. C'est-à-dire qu'il y a des couches plus anciennes, acquises de façon plus ancienne, mais qui restent vivaces ou vivantes dans une certaine mesure, j'y reviendrai. Alors, le premier théoricien de la rhétorique qui correspond au début de la démocratie, enfin disons à l'invention de la démocratie, c'est Aristote. Je voudrais essayer de vous montrer en quoi il y a une actualité du modèle d'Aristote et en quoi il faut le réactualiser, évidemment, puisque les institutions et en particulier les technologies qui diffusent la parole publique ont bien changé, évidemment. Et c'est seulement dans un second temps, c'est-à-dire à la toute fin de mon exposé, que je voudrais essayer de vous montrer comment l'approche que je défends essaye d'envisager une lecture, une compréhension du phénomène conspirationniste. Et donc, comment se comporte-t-il face à l'analyse et au regard rhétorique? Et puis, comme Olivier y a fait une allusion aussi, eh bien, on a des propositions de formation, d'intervention, et en particulier, je terminerai en vous racontant ce que mon assistante Lucie Donquier et moi avons donné au cours de critique des sources aujourd'hui aux 800 étudiants. Donc, je terminerai par ça. Et puis voilà. Donc, je vais essayer d'être en même temps assez concise pour laisser un vrai temps à la discussion et en même temps entrer dans le grain fin, en tout cas de ce qui me paraît le plus important, de ce que je voudrais essayer de vous faire passer. Et encore une fois, au fond, le cœur de mon message aujourd'hui, je dirais, c'est qu'il faut qu'on parle d'épistémologie. Nous, qui sommes d'une façon ou d'une autre engagés dans la recherche sur ces domaines-là. Alors, l'approche rhétorique, si vous voulez, pour le dire un petit peu rapidement, synthétiquement, vous devez l'envisager comme une anthropologie de la parole publique, c'est-à-dire que le discours, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais il y a une série de fonctions discursives, mais pas uniquement discursives, j'y reviens, qui vont toujours être associées à certaines institutions. C'est-à-dire dans les sociétés et dans nos démocraties en particulier, il y a des institutions qui servent à telle ou telle activité. Eh bien, il y a des liens
discursifs et cognitifs qui sont liés à telle ou telle fonction de la parole publique. Ce qui veut dire que la rhétorique regarde toujours dans quelle culture, dans quel moment de l'histoire se comportent ces prises de parole publiques. Ce qui veut dire aussi, et j'y reviens, et c'est vraiment très important, je pense, qu'il y a toujours à la fois des enjeux politiques, puisqu'une société n'est pas une autre, et épistémologiques, puisque un paradigme, l'épistémologie d'une société n'est pas nécessairement l'épistémologie d'une autre. Alors, cette approche rhétorique défend une conception réaliste de la rationalité. J'y reviens dans un instant parce que ça, c'est l'héritage d'Aristote. Et ce réalisme, si vous voulez, qui en fait est associé à cette idée d'anthropologie de la parole publique, s'oppose assez fermement au courant qu'on appelle idéaliste. Et si vous voulez, la première opposition, c'est entre les sophistes qui sont ultra réalistes et Platon qui est tout à fait idéaliste, et le pauvre Aristote qui a essayé de réconcilier ces deux pôles en fait qui ne se sont jamais réconciliés. Alors, la spécificité de l'enseignement et de la formation qui pose problème aux institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est que c'est un enseignement technique et donc peut-être dévalorisé par une épistémologie idéaliste qui survalorise la théorie. Et ensuite, comme toutes les techniques, comme tous les artisanats, ça s'apprend dans le temps long. Pour tous ceux qui pratiquent un sport ou un instrument de musique, comme dirait Richard Sennett, il y a 10 000 heures de pratique pour arriver à quelque chose de décent. Donc ça, c'est peut-être deux gros défauts sur lesquels on pourra revenir. Et ensuite, autre spécificité, c'est que dans cette approche réaliste, ce qu'on appelle critique, et donc l'idée qu'on se fait du développement de l'esprit critique, ça consiste à acquérir une meilleure qualité du regard, c'est-à-dire du jugement, et je vous renvoie à l'étymologie de critique, crisis. Et cette approche de l'esprit critique est parfois très très différente, voire incompatible avec des approches plus idéalistes. Alors, ce que je pense qui est un intérêt de ce modèle, même s'il est tout à fait marginal aujourd'hui dans l'enseignement, alors que la rhétorique a été au cœur de l'enseignement des humanités pendant des siècles, ce que vous allez trouver beaucoup maintenant sur le marché, entre guillemets, pardonnez-moi de ce vilain mot, c'est des modèles idéalistes que vous trouvez en philosophie, en sociologie, en psychologie. Vous les connaissez bien tous, nous les connaissons bien tous. Et pour certaines de ces approches, quand elles sont vraiment très idéalistes, ça se résume à peu près à l'idée qu'il y a une norme de rationalité qui correspond à des critères de validité formelle et logique, et donc on recherche et on traque les biais cognitifs, et l'idée est que si on a bien traqué tous les biais, le raisonnement sera correct et valide, et on aura critiqué les erreurs et les manipulations. Donc ça, c'est vraiment une approche qui, à un certain niveau, est assez incompatible avec la nôtre. Ce serait intéressant qu'on revienne dessus. Et puis, il y a, je dirais, un nouvel acteur qui est apparu relativement récemment, en France et en Belgique. Comme vous le savez, je siège régulièrement dans les jurys de nos concours d'éloquence organisés par Eloquentia. Et là, on a un petit peu une autre conception de la parole publique, sur laquelle on peut revenir longuement aussi, parce que ça pose toutes sortes de problèmes. Mais à mes yeux, on a quelque chose d'un peu bizarre et paradoxal. C'est qu'à la fois, on met l'accent sur la performance, donc on a presque un jeu d'acteurs à certains moments, et associé, en tout cas au début, maintenant ça va mieux, mais à des sujets qui sont d'une telle abstraction qu'on ne voit plus du tout, comment dire,
l'intérêt citoyen pour ces jeunes de défendre des positions qui sont parfois, comme je vous le dis, très, très abstraites. Alors, maintenant, j'entre dans le grain fin de, comme je vous le disais, l'idée que je défends une conception généalogique de la parole publique et ce qu'on appelle l'école de Bruxelles. En effet, Olivier l'a rappelé, j'y reviendrai, elle a été créée par Chaim Perelman au milieu du XXe siècle. Alors, l'idée de cette généalogie, si vous voulez, c'est que l'évolution cognitive et culturelle n'ancienne pas les anciennes fonctions, elle les revisite. C'est évidemment, c'est pas à vous que je dois le dire, tout à fait compatible avec une épistémologie héritée du modèle évolutionniste de Darwin, dans lequel l'ontogénèse résume en partie la phylogénèse. Et donc, moi, ce qui m'intéresse au plan discursif et rhétorique, c'est comment on va trouver une survivance de fonctions parfois très anciennes et comment on peut repérer cette survivance dans des phénomènes contemporains. Vous voyez que là, je commence à arriver sur la pointe des pieds au regard que je vais vous proposer finalement sur le phénomène complotiste. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, il faut comprendre la rationalité de ces fonctions très anciennes avant de les disqualifier comme relevant de biais condamnables dont on devrait se débarrasser. Et si vous voulez, pour le dire sous forme d'une image éclairante, il faut apprendre, voire réapprendre à fréquenter tous les étages de la maison. Donc, tous les étages de la maison, c'est quoi ? Pour résumer, il y a 3 grandes époques qui nous intéressent, nous. Il y a Aristote et la naissance de la rhétorique et de la démocratie. J'y reviens dans un instant. Chez lui, au plan politique, la peur, c'est le retour de la tyrannie. C'est vraiment ça l'aspect politique. Ensuite, on a Perelman en fait au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui évidemment joue son rôle dans ce que je vous dirai rapidement de Perelman. Mais aussi, si vous voulez, je vous disais toujours, il y a toujours un lien à faire entre des questions politiques et des questions épistémologiques. Chez Perelman, c'est l'ère des droits de l'homme, hein, il a participé d'ailleurs à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme on disait avant, en 1948. Et puis, il y a, j'y reviens aussi dans un instant, un héritage que lui va contester du positivisme. C'est-à-dire, non, j'y reviens dans un instant, sinon je passerai trop de temps sur ça maintenant. Et au plan de l'ambiance de la société, évidemment, c'est la dictature comme repoussoir, puisqu'ils sortent d'en prendre, si j'ose dire. Et enfin, le troisième moment qui m'intéresse dans cette généalogie que je vais vous proposer, ben c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Et évidemment, comme on a le nez dessus, on n'a pas le recul ni qu'on a sur le moment Perelman et encore plus le moment Aristote, mais on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire de cette crise sur laquelle nous avons tous le nez, avec l'idée qu'il y a évidemment une crise de la démocratie, voire plus, une crise de la rationalité, c'est pas à vous que je l'apprends, et le fait que du coup, l'esprit critique, tel que j'essaye de le définir avec vous, se trouve face à de nouveaux défis. Et comme je vous le disais tout à l'heure, critique, jugement, crisis, pour moi, le cœur de l'affaire, c'est qu'on a des problèmes de regard. On ne voit pas bien les choses. D'où les métaphores du brouillard, de la zone grise sur lesquelles on peut revenir. Alors, le moment Aristote, pour vous le dire de façon très synthétique, comme je vous le disais, comme c'est la naissance de la démocratie, eh bien, toute démocratie connaît le secret rhétorique suivant, c'est qu'elle est condamnée à persuader les auditoires. Et donc, dans la perspective réaliste qui est celle d'Aristote,
eh bien, il faut trouver le plus possible de moyens de concilier un certain idéal que nous avons de la raison et de la rationalité avec l'efficacité. Parce que vous pouvez être le champion du syllogisme bien formé, si vous ne persuadez pas vos auditoires avec ça, eh bien, ce n'est pas la peine d'essayer de vivre en démocratie, si vous voulez. Donc, il y a, d'une certaine façon, la démocratie découvre qu'elle est condamnée à la rhétorique, et ce que je pense qu'il faut absolument garder d'Aristote, c'est ce réalisme, c'est de dire nous sommes comme nous sommes et nous allons faire avec les moyens du bord, et nous idéaliser plus que de raison, si j'ose dire, n'est pas une bonne solution. Et donc en fait ce modèle réaliste, il prévoit ce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et que Olivier connaît maintenant par cœur, c'est que dans les moyens que nous avons à notre disposition pour persuader, il n'y a pas que des discours, bien sûr, c'est le logos, les arguments, les raisonnements, le choix des figures, etc. Mais il y a deux autres aspects qui, comme le dit Aristote, sont aussi importants. C'est un triangle à trois côtés et c'est tout à fait équilibré, symétrique. L'éthos, c'est l'image que l'orateur va renvoyer de lui en construisant un caractère. Ethos, ça veut dire caractère. Et il y a des vertus, et en particulier les trois qui s'affichent là sous vos yeux, qui sont essentielles aux yeux d'Aristote et dans lesquels vous allez trouver cette qualité du regard, c'est-à-dire construire un ethos rassurant, c'est construire l'ethos de quelqu'un qui voit clair, même dans le brouillard. J'y reviens dans un instant aussi. Le pathos, vous le savez bien, ce sont les émotions, c'est-à-dire c'est les émotions montrées par l'orateur, mais aussi suscitées chez l'auditoire. Et ça, j'y reviendrai aussi à propos de la conspiration, parce qu'il y a une très grande actualité de la conception du pathos chez Aristote, mais avec des spécificités dont nous avons hérité au cours de la modernité et d'une forme de désenchantement du monde. Pour citer Marcel Gauchet, c'est le fameux ressentiment sur lequel je reviendrai. Et donc, voilà, tout simplement, ce qu'on récupère d'Aristote, c'est qu'il n'y a pas qu'une preuve, il n'y a pas que du logos, il y en a trois, et c'est inutile d'essayer d'éliminer de l'éthos et du pathos en vue de rationaliser un discours pour rassurer le citoyen. Maintenant, j'entre, je dirais, dans la partie la plus technique de mon exposé, mais je pense qu'il faut comprendre quelque chose de ce message-là pour comprendre vraiment la spécificité de notre approche, celle qu'on défend au Graal, à propos du phénomène conspirationniste. Alors, il y a, chez Aristote, tout va toujours par trois, donc il y a les trois preuves que je viens de vous dire, mais il y a aussi les trois genres. Et au fond, un genre, c'est quoi? C'est justement un ensemble de fonctions persuasives associées à une institution. Et donc, chez lui, il y en a trois. Les deux qui sont évidentes et qui existent encore quasi telles quelles aujourd'hui, c'est le genre délibératif qui correspond au débat à l'Assemblée, où on va prendre les décisions qui sont utiles pour la cité. Est-ce qu'on reconfine ou pas? Est-ce qu'on donne AstraZeneca à la tranche des 55 ans ou pas, etc. Ça, c'est du délibératif. Ensuite, il y a le genre judiciaire qui est à peu près, à part quelques différents détails dans lesquels on ne va pas entrer, c'est une institution que tout le monde connaît. Est-ce qu'il faut condamner Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme ou pas? Ça, ce sont des jugements qui se passent dans le judiciaire et auxquels certains outils rhétoriques spécifiques sont utilisés. Maintenant, il y a un troisième genre. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mis à la fin de la slide en gras, dont même le nom barbare n'est connu que des rhétoriciens, c'est le genre épidictique. Et en fait, ce genre épidictique, il est, c'est ça que je vais essayer de vous montrer, l'impensé de la modernité, alors qu'en fait,
c'est peut-être la fonction discursive qui est à la base de toute vie publique, de toute possibilité de faire du lien dans la vie publique. Typiquement, qu'est-ce que vous allez trouver dans les discours qui appartiennent au genre épidictique? Eh bien, ce sont des discours d'éloge funèbre, par exemple, ou des discours de blâme après les attentats ou après des événements un petit peu traumatisants pour la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne voit jamais vraiment qu'il y a, en fait, quand je vous disais pour les 3 preuves, c'est tout à fait symétrique, équilibré, ici, pas du tout. En fait, il y a un déséquilibre entre les genres délibératifs judiciaires, d'une part, qui sont en fait, disait Aristote, apodictiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces genres-là, le cœur de la parole publique, c'est du débat. Et qu'est-ce que c'est du débat de ce point de vue? C'est simplement organiser le désaccord. Donc le débat, c'est organiser le désaccord, et les genres apodictiques, ils servent à ça. Le genre épidictique, en fait, il ne s'occupe ni d'arguments, ni de débat. Il fait tout autre chose. Et ce que je vais essayer de vous dire pour enfin introduire à notre approche du conspirationnisme, c'est que nous sommes devenus des handicapés incompétents de ces fonctions épidictiques et que le conspirationnisme est un retour de se refouler. Et donc, avant d'en arriver là, je vais entrer avec vous dans le grain fin de ce que sont ces fonctions épidictiques, de pourquoi nous les avons perdues, c'est-à-dire que nous avons cessé de les utiliser, et de pourquoi le conspirationnisme se présente comme un retour d'un refoulé épidictique, en fait. Alors, c'est le plus ancien, ça, c'est très connu, parce que, au fond, ça sert à faire du lien, vivre ensemble, réconcilier quand on s'est disputé, consoler quand on traverse des épreuves et des deuils. Et donc, c'est, si vous voulez, une anthropologie du discours dont on ne peut pas se passer. Protéiforme parce que vous le trouvez partout, contrairement aux deux autres genres. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que on entre maintenant dans vraiment le cœur de ce que je veux dire. Il n'est pas du tout argumentatif puisqu'on n'y débat pas dans un éloge funèbre ou dans un blâme d'une situation de crise ou de désastre. Vous n'avez pas de débat. Qu'est-ce que vous avez comme matière discursive, comme logos? Eh bien, vous avez de la poésie. Et ça, j'y reviens dans un instant. La matière de l'épidictique, elle est poétique. Et bien entendu, c'est le plus émotionnel parce que l'effet produit par les fonctions épidictiques sont des effets que vous allez trouver dans ces moments de grâce où on a l'impression de faire corps et qu'il y a une communauté qui fait unité. Donc, si vous voulez, ce qui est d'une certaine façon tragique, c'est qu'une société ne peut pas vivre sans épidictique. Elle est la pierre angulaire de tout lien social et en même temps, elle est devenue l'impensé de la modernité. Pourquoi? Parce que cette modernité nous a habitués à avoir une conception de notre rationalité qui, pour faire court, devait au maximum se débarrasser de fonctions poétiques qui étaient jugées inutiles, voire obscurcissantes pour la clarté héritée des Lumières, et se débarrasser le plus possible de la dimension émotionnelle des discours, elle aussi réputée à nous obscurcir. Vous connaissez ces grandes théories classiques sur les passions dont il faut absolument se débarrasser. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de se débarrasser de l'épidictique comme source potentielle de toute dérive manipulatoire et de tout emportement émotionnel. Et nous avons donc hérité d'un modèle
à mon avis, et je monte sur les épaules de Perelman en disant ça, beaucoup trop idéalisé de notre propre rationalité. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ça, on peut y revenir. Je vous ai apporté un exemple, en fait, mais je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que je veux qu'on ait vraiment du temps pour la discussion. Mais là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la toute fin du discours de Malraux, d'André Malraux, prononcé au moment du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964, en pleine guerre d'Algérie. Et la formule que je vous ai mise en rouge est une formule typiquement épidictique. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Les plus rhétoriciens d'entre vous auront repéré qu'il s'agit d'une métaphore et que ce qui est très important à mes yeux à retenir, c'est que cette métaphore, à défaut d'être vraie, c'est-à-dire le grand résistant Jean Moulin, n'était évidemment pas le visage de la France, puisque vous imaginez bien qu'en 1964, il y avait, pour le dire rapidement, des collabos dans l'Assemblée, dans l'auditoire. Donc, il faut comprendre que c'est là, dans cette poéticité, que se trouve toute la rationalité de la fonction épidictique. C'est qu'à défaut d'être vraie, cette image, elle est vraisemblable au sens de la vraisemblance poétique. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette vraisemblance poétique? C'est qu'elle offre un sens qui est partageable et que le temps d'un discours, on met en scène un monde juste et cohérent, que les Grecs appelaient le cosmos, dans lequel il y a de l'éthique et de l'esthétique. Et dans ce monde juste et cohérent, eh bien, Jean Moulin est le visage de la France. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une puissance discursive qui en fait est une vérité éthico-esthétique qui nous vient de la nuit des temps, qui a été récupérée par cette idée de vraisemblance et qu'on a tout à fait qu'on a tout à fait cessé de penser dans sa rationalité. Là, je vais rapidement aussi, parce qu'au fond, si vous voulez, on arrive très rapidement au moment Perelman. Qu'est-ce qui se passe? Il publie en 1958 avec Lucie Holbrecht-Iteka la nouvelle rhétorique, en hommage à l'ancienne rhétorique d'Aristote. Et au fond, si vous voulez, ce que dit Perelman au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il faut retourner au modèle rhétorique réaliste d'Aristote. Pourquoi? Parce que le modèle cartésien dont nous avions hérité n'a été d'aucune efficacité pour sauvegarder la démocratie face aux auditoires et à la montée de la propagande. Vous imaginez le courage de cet homme qui est quand même logicien et juriste et un homme de sa génération, de dire quelque part le problème de la propagande, c'est pas trop de rhétorique, c'est pas assez de rhétorique. C'est ça son message. Et vous voyez où je vais vous emmener pour la fin de mon exposé, c'est que le message de Perelman n'est pas vraiment passé. Et que je pense que nous avons tous, en tant que chercheurs, une responsabilité à ce plan-là. Et donc, dernière petite chose rapide sur Perelman, même si, enfin, faut 20 heures de cours pour expliquer tout ça, mais en gros, il essaye de penser à un auditoire universel, puisqu'il y a la naissance de l'idée d'humanité universelle à ce moment-là, pour un petit peu réconcilier les auditoires particuliers avec cette idée héritée d'Aristote, c'est que nous sommes condamnés à persuader les auditoires. Il essaye de repenser aussi le genre épidictique sans comprendre la fonction poétique que je vous ai montrée avec l'extrait de Malraux. Et donc j'en viens maintenant, pour la fin de mon exposé, aux enjeux aujourd'hui. Si vous voulez, l'idée, c'est que, comme je vous le disais, le nouveau n'efface pas l'ancien, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à des nouveaux défis. Et comme je vous le disais, dans la discussion qu'on pourrait avoir,
je crois que un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous les chercheurs, c'est que les modèles idéalistes et positivistes de la raison restent dominants, et donc nous sommes vraiment face à une difficulté épistémologique, je crois. Et donc, en quoi la rhétorique peut aider à relever ces nouveaux défis? Eh bien, si vous voulez, l'idée, comme je vous le disais, c'est que le phénomène complotiste, c'est en tout cas ce que je propose, c'est qu'il est le résultat de l'impensé à la fois politique et discursif des fonctions épidictiques. C'est un peu comme si on avait dit on n'a plus besoin de ces fonctions, c'est pour les sociétés anciennes, archaïques, c'est pour quand on pensait comme des enfants, mais le monde a bien changé. Si bien qu'on confond complètement les situations de désaccord qui doivent en principe se régler dans des genres délibératifs et judiciaires, avec les situations de concorde ou de discorde qui sont la spécialité du genre épidictique. On mélange tout. Autre chose, c'est que comme nous sommes handicapés des fonctions poétiques de l'épidictique, on ne comprend même plus le rôle des figures. Souvenez-vous, la petite polémique qu'il y a eu sur le mot de Macron qui avait dit « la France est en guerre » avec toutes sortes d'experts de tous bords qui ont dit « oui, mais enfin, c'est même pas vrai, la France n'est pas en guerre, le virus, c'est pas un ennemi ». Sans comprendre, je ne dis pas que la figure était bien choisie, je dis que le fait de ne pas comprendre qu'il s'agit d'une figure, c'est grave. Par ailleurs, le politique ne sait que faire de notre besoin de vraisemblance. Ça, c'est pour Laurent qui s'intéresse de près aux problèmes de concurrence des victimes. C'est globalement à l'épidictique à prendre ça en charge et pas aux autres institutions. Mais comme on ne sait pas que faire, eh bien, c'est les autres institutions qui s'en emparent. Et puis, je pense qu'aussi, à propos du regard, on ne sait que faire de nos sidérations qui se sont quand même, je dirais, accumulées au cœur de la modernité depuis certainement la découverte des camps d'extermination en 1945. Et je n'ai pas besoin de vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de crise, cette pandémie qui a un caractère inédit à tout point de vue, va évidemment nous mettre plus que jamais au sommet de cette sidération. Et donc, je vais terminer maintenant par essayer de vous brosser rapidement le portrait robot du conspirationniste vu par l'approche rhétorique à l'école de Bruxelles, et puis pour vous dire deux mots de ce qu'on propose avant d'entamer la discussion. Donc, comme je vous le disais, tout discours construit, qu'il le veuille ou non, a un moyen de persuasion qui passe par les trois preuves. Ce que vous allez trouver dans l'éthos du complotiste, c'est un mélange des genres, parfois extrêmement troublant. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le séminaire organisé avec Loïc et publié en 2006, auquel Olivier faisait allusion. C'est déjà qu'il y avait un petit peu ce mélange des genres. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'en 2006, le modèle, c'était encore le 11 septembre. Aujourd'hui, ça a pris des proportions qui n'ont quasi plus rien à voir avec, je dirais, une forme de discours conspirationniste encore assez rationnel vu de cette époque-là. Donc, vous voyez, l'éthos, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois, c'est comme une recette de cuisine, hein. Il y a différentes saveurs, différents plats, différents assaisonnements, mais des types d'éthos qui sont normalement tout à fait incompatibles entre eux, comme par exemple l'expert et le gourou, le résistant, le prophète, le marginal, l'éveillé. En tout cas, ce qui me paraît intéressant à viser sur l'éthos, c'est que d'une façon ou d'une autre, l'éthos construit va tenter de répondre à la question à qui se fier, à quel saint se vouer, comme
comme on dit parfois, c'est-à-dire ou qui suivre, comme disent les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'évidemment, plus la crise est puissante, plus on a besoin d'avoir confiance dans quelqu'un à suivre. Sur le pathos, il y aurait énormément à dire et je vais essayer de le résumer très très fort ici en vous montrant que, encore beaucoup plus que pour l'éthos, vous avez cette généalogie, cette stratification de moments différents de la société. Et là, vous pouvez carrément, je pense, isoler ces trois grandes émotions politiques qui sont à chaque fois héritées d'une conception de la société. L'indignation, chez Aristote, c'est très clair, il va vous dire que c'est la colère qu'on éprouve quand on a le sentiment que quelque chose a été transgressé et qu'il faut rétablir la justice. Et donc, il va vous dire que c'est une émotion honnête. Et donc, si vous avez de l'indignation, vous allez vouloir faire en sorte que le monde soit de nouveau juste. Alors, pour ceux qui ont lu le magnifique livre de Cynthia Fleury sur le ressentiment, elle insiste beaucoup sur le fait que le ressentiment est d'une certaine façon intimement lié à la modernité. Et pourquoi? C'est un terrible paradoxe, mais c'est vrai, c'est que ce que la modernité nous a apporté, c'est l'idée d'égalité, et c'est une égalité en droit, mais nous sommes tous conscients du fait que dans les faits, les humains ne sont pas égaux, et qu'en fait, la naissance du ressentiment, c'est ça. Et donc, ce qui est tragique et qui se ressent dans les discours rhétoriques, c'est que le ressentiment, c'est de l'indignation des abusés. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est pas juste, mais qu'on n'a pas les moyens de rétablir la justice. Et donc, on commence à sortir de l'idée qu'on se fait du monde juste, et vous trouvez beaucoup, beaucoup de ça dans les discours conspirationnistes. Et enfin, je pense qu'il faut aller malheureusement un pas plus loin, et à mes yeux, c'est le plus préoccupant, c'est qu'après la sortie du monde juste, il y a la sortie du monde commun, c'est-à-dire la sortie de la conception du monde qui, normalement, est représentée par l'épidictique. Et la sortie du monde commun, c'est l'indifférence, l'apathie, et c'est une forme de pathos qui en fait est une absence d'émotion et que vous allez d'une certaine façon retrouver dans des formes extrêmes de conspirationnisme. Si vous voulez, on peut parler après de Jean-Jacques Crèvecoeur qui à mon avis est un bon laboratoire pour tout ça. Alors sur le logos, il y a aussi beaucoup à en dire, mais si vous voulez, puisque j'ai essayé aujourd'hui de mettre le projecteur sur notre incompétence épidictique, je dirais ça aussi, c'est qu'à mes yeux, le propre du logos complotiste, c'est qu'il se présente comme argumentatif, alors qu'en fait, il est surtout narratif, donc il se présente comme apodictique, voulant participer au débat, alors qu'il est essentiellement une forme très dégradée d'épidictique et répond plutôt à ses besoins de faire du lien, de produire un sens commun. Et puis des choses sur lesquelles on peut revenir si on a le temps, qui à mon avis sont très graves et très préoccupantes, c'est que la frontière entre la réalité et la fiction est brouillée et que donc on a affaire à une forme très dégradée de la vraisemblance poétique qui vient un peu, comme je vous le disais, comme un retour du refoulé. Et donc, maintenant, vraiment, pour terminer, tout ça, je ne vais pas revenir dessus parce que, en gros, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est revenir sur ce qu'il y a de rationnel dans les fonctions les plus anciennes de la rationalité, apprendre à les fréquenter et ne pas les rejeter. Alors, les résultats partiels, ce que je vous disais, qu'est-ce que nous faisons dans nos enseignements et dans nos formations? Eh bien, nous récupérons les exercices de rhétorique tels qu'ils avaient été pensés par les sophistes. Il y a des exercices apodictiques,
c'est-à-dire qui apprennent à débattre. Et puis, il y a des exercices épidictiques. Je termine sur ça, puisque c'est sans doute eux, à mon avis, si vous voulez, mon message principal, c'est que pour les théories du complot, il faut entrer par la catégorie de la vraisemblance poétique et donc attaquer par l'épidictique, plutôt qu'entrer par le problème de la vérité, du fact-checking, des fake news, etc., qui sont plutôt de l'ordre de l'apodictique. Donc, je vous ai mis des exemples d'exercices, par exemple, qu'on a fait sur le créationnisme avec notre collègue biologiste Jean-Christophe de Bizot. Et là, c'est vraiment pour lutter contre une tendance très actuelle à la polarisation. Mais juste pour dire un mot avant de laisser la place à la discussion, ce que nous avons fait, alors là c'est dans le cours de critique des sources de cette année, c'est que nous avons demandé aux étudiants, ils sont 800, de produire un récit conspirationniste. Après leur avoir expliqué, si vous voulez, ce que je vous ai expliqué là en 3/4 d'heure ou un peu plus, ça, on leur a expliqué en 12 heures avec plein d'exemples, etc. Et donc, on leur a expliqué comment construire un ethos, un pathos et un logos, injecter de la vraisemblance, etc. Et en deuxième partie de travail, donc première partie, produire eux-mêmes un récit, et deuxième partie, analyser leur propre production. C'est-à-dire, expliquez-nous en quoi vous considérez que votre récit conspirationniste était, convaincant à partir de la construction des 3 preuves. Les résultats partiels que nous avons pour l'instant et que je trouve prometteurs, c'est d'abord qu'ils ont tous eu un plaisir visible à construire ensemble. J'ai oublié de vous dire qu'on les a mis par groupe de 4. Donc comme ça faisait plus que 200 copies aussi, plutôt que 800. Et une capacité réelle à produire des discours extrêmement cohérents, c'est-à-dire des discours vraisemblables au sens de la mise en récit et donc de la dimension poétique, avec parfois, pour certains d'entre eux, beaucoup d'humour, ce qui est toujours très bon signe. Parce que quand il y a de l'humour, ça veut dire qu'il y a de la créativité et du plaisir à travailler. Donc là, on se dit que c'est en partie gagné. Et pourquoi on leur demande une analyse réflexive ensuite? Parce que nous pensons que c'est là que s'acquiert la véritable hauteur de vue, c'est-à-dire le véritable développement de l'esprit critique. Au fond, ils ont gagné en conscience, en qualité du regard sur ce qu'est une production conspirationniste. Et puis, c'est très important aussi, puisque, comme je vous le disais, je pense que ce brouillage de la frontière entre la fiction et l'illusion est quelque chose de très préoccupant. Le fait de produire vous-même un discours conspirationniste vous fait sentir, je dirais presque dans votre corps, cette frontière, évidemment. Et je termine encore une fois, parce que c'est le message presque inchangé que Perelman a essayé de faire passer au milieu du XXe siècle, c'est qu'il y a des freins à ce modèle que je vous ai présenté aujourd'hui et qui pourtant a fait ses preuves depuis l'Antiquité. Les freins épistémologiques, c'est que le modèle réaliste passe moins bien que le modèle idéaliste, pour des raisons qui vous qui êtes psychologue, moi ça m'étonne toujours. Et puis, il y a des freins politiques, et ça, je pense que c'est en partie lié à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que c'est un enseignement qui est à la fois technique et qui se fait dans le temps long, et que je pense que la politique aujourd'hui n'aime pas le temps long, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de discuter avec vous. Un grand merci Emmanuel pour ce passionnant séminaire. C'est vraiment toujours tellement rafraîchissant et
pas seulement rafraîchissant, mais aussi éclairant de voir ton regard tellement différent de ce qu'on lit dans les revues de psycho sur cette thématique, tellement enrichissant. C'est ça l'adjectif que je cherchais. Mais donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à l'auditoire, hein, vu on parle de rhétorique, il faut laisser la parole aussi à l'auditoire. Je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier lieu. Assad, comme de coutume. Merci Olivier. Merci beaucoup Emmanuel, c'est vraiment très inspirant la présentation que tu as faite. Et c'est vrai que quand on lit, par exemple, quand je lis Aristote, quand je lis les philosophes modernes, bon, c'est une lecture particulière, mais quand je t'entends parler de cela, c'est une autre lecture et on apprend beaucoup de choses. Alors moi, ma compréhension de la rhétorique classique d'Aristote et puis de Perelman, c'est ma compréhension. Donc, c'est que quand on doit faire un débat, on est plus ou moins obligé de prendre la perspective de l'autre pour voir quelle est sa perspective et puis pour construire un argument pour aller pour faire le débat. Sinon, il n'y a pas vraiment de débat. On a des sourds qui se parlent les uns avec les autres presque. Et donc, ma question est, est-ce que tu penses que le monde politique d'aujourd'hui ressemble à cela Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un débat démocratique de nos jours? Et puis, est-ce que tu penses que la manière avec laquelle les réseaux sociaux mènent le débat ou le non-débat, donc ce complotisme qui a tendance à évoluer dans ce genre de contexte, en fait, c'est un contexte qui ne permet pas la prise de la perspective. Ça veut dire on n'est vraiment pas exposé vraiment au contenu de l'autre perspective et on croit à la nôtre, point. Donc, je me pose la question. Donc, moi, je suis aussi de cette tendance humaniste pragmatique, mais je me pose des questions à ce moment-là parce que le monde est en train de changer très, très rapidement, que ce soit le monde politique. Toi, tu as attribué un grand changement à la pandémie, mais on le voyait dans le monde politique depuis quelque temps quand même. Et c'est un peu effrayant. Est-ce qu'on est parti dans une direction où on ne sait plus prendre la perspective, on ne sait plus faire de débat? Merci beaucoup pour ton commentaire et ta question. Je vais essayer de répondre rapidement pour qu'il y ait encore de la discussion. Je suis en fait d'accord avec tout ce que tu as dit et ça m'inspire deux commentaires. Le premier, c'est qu'au fond, je suis même d'accord avec le fait que d'une certaine façon, la pandémie n'a pas apporté de nouveaux problèmes, elle a révélé tout ce qu'on avait mis sous le tapis. Et donc, elle nous met d'une façon tragique face à toutes nos pathologies de regard, c'est-à-dire face à notre narcissisme, face à notre capacité de déni, face à notre hubris, etc. Et donc, au fond, l'étymologie d'Apocalypse, c'est révélation. Et donc, quelque part, de façon extrêmement littérale, nous sommes dans l'Apocalypse et c'est vraiment, vous n'avez pas voulu voir, eh bien, voilà, on vous le met sous le nez. Et la deuxième chose où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'on est devenu incapable de débattre au sens de ce que proposait le modèle des anciens. Et ce que j'ai fait, pour vous donner un exemple très concret, dans la classe de biologie avec Jean-Christophe de Bizot, c'était d'essayer d'aider à une situation de blocage complet où, comme vous le savez sans doute, ou certains d'entre vous, certains professeurs de biologie n'osent plus enseigner le darwinisme en classe de biologie à cause de la déferlante créationniste. Et ce que nous avons fait avec les élèves, en expliquant aux profs qu'on ne peut pas faire que du logos, qu'il y a nécessairement un ethos de prof avec un pathos provoqué sur les élèves, c'est un exercice qui est la base, la gamme de l'exercice pour apprendre à débattre,
que les anciens appelaient dissoilogoi, c'est-à-dire discours dissociés, qui correspondent exactement à ce que tu disais, c'est-à-dire tu vas produire un argument pour, directement suivi toi-même de l'argument contre. Ils l'ont tous fait, ça veut dire que tous les élèves de la classe ont produit l'argumentaire créationniste et darwiniste, et ça ne les a pas fait changer de point de vue, contrairement à ce que Platon craignait, qu'on allait devenir relativiste ou cynique ou que sais-je, mais ça leur a appris à explorer un point de vue qui n'est pas le sien. Et ça, c'est le début de la sortie du radicalisme, et c'est un premier pas vers l'esprit critique. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci pour cette belle réponse. Laurent, tu avais aussi une question? Oui, merci aussi Emmanuel, hein, c'était vraiment très intéressant. Moi, je m'interroge sur l'épidictique, évidemment. Bah oui. D'abord, je me demande, parce que tu sortais un peu l'épidictique de la persuasion, mais il me semble que dans un discours épidictique comme celui que tu as cité, celui de Malraux par exemple, il y a aussi un argument quelque part qui vise aussi à persuader. Et donc on n'est pas complètement en dehors de l'argumentation, même s'il n'y a pas d'interaction. Parce qu'en faisant ça, Malraux voulait convaincre que la France était résistante. Mais en fait, si tu veux, ta question, c'est passionnant parce que tu vois bien qu'on est au cœur de la confusion. L'idée, c'est que persuader, c'est pas convaincre, et que produire un sens commun qui est de dire, évidemment, pour aller dans ton sens, il n'y a pas quelqu'un, même le pire collabo qui est dans la salle à ce moment-là, qui va prendre la parole après Malraux en disant « Ah ouais, non, quand même, Jean Moulin, moi, j'aime pas. » Personne ne va jamais faire ça, c'est pas possible. Et donc là, c'est la rationalité épidictique, mais c'est pas de l'argumentation. Par contre, comme tu le dis, il y a de la persuasion. Et donc, persuader sans argumenter, c'est la fonction épidictique, et c'est par la voie poétique et narrative et pas argumentative. Merci, ça clarifie bien. Et alors, je me demandais, parce que, bon, dans ton exposé, à la fin, tu expliques comment tu utilises la distinction entre l'épidictique et l'apodictique justement pour des raisons pédagogiques. Mais je pense que au début de ton exposé, tu vas plus loin en disant, quelque part, on paye le prix du refoulé de l'épidictique. Mais comment verrais-tu des discours épidictiques aussi, en tout cas dans la sphère politique, qui pourraient être adéquats actuellement et qui ne seraient donc pas dans l'argumentation, qui seraient donc en dehors du débat? Est-ce que tu le vois comme ça ou tu prends l'épidictique juste comme un contraste avec l'apodictique, quelque part, qui resterait légitime dans la sphère publique? Non, ça c'est une très très bonne question aussi, Laurent, merci. C'est qu'en fait, il y a des moments de la vie publique où les gouvernants sont condamnés à l'épidictique. C'est obligé, tu ne peux pas faire autrement. Soit éloge funèbre, on ne peut pas ne pas prendre la parole, et voilà. Et donc, d'une certaine façon, quand on peut l'observer, nous tous, et ça dépend évidemment d'une culture, d'une société à l'autre, je dirais la société a l'épidictique qu'elle mérite. Nous, en Belgique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que c'est le roi qui est préposé à ça. Et bon, c'est la blague belge habituelle. Bon, voilà. En France, en fait, c'est le président qui a la double casquette. Et donc, ça pose parfois des problèmes. Ce qui est très intéressant, par exemple, prenons le cas de la France. Le topos Jean Moulin était le visage de la France. Vous allez le retrouver... on l'a retrouvé dans la bouche de Hollande après le Bataclan, on l'a retrouvé dans la bouche de Macron après l'attentat de Samuel Paty, enfin après le meurtre de Samuel Paty. Et donc voilà. Et donc je dirais ça, c'est que de l'épidictique, il y en a partout, mais il est de qualité extrêmement variable en fonction des contextes, évidemment. Merci. Merci à toi. Je me permets de te poser juste une rapide question pour bien préciser. Donc, tu fais une distinction claire entre persuader et convaincre. Oui,
Alors, il y a évidemment dans les sociétés de rhétorique des océans de littérature sur ça, et tout le monde n'est pas d'accord, mais oui. C'est-à-dire que là où je pense qu'on a la naïveté de croire qu'il y a des critères formels comme toujours, qu'est-ce qui est de l'ordre de la persuasion, qu'est-ce qui est de l'ordre de la conviction, mais d'une certaine façon, oui, je pense qu'on a tous l'intuition, et c'est un petit peu ce que Laurent disait, me semble-t-il, c'est que je vais vous raconter rapidement, si vous voulez, sous la forme d'un mythe qui est le mythe fondateur de la rhétorique. En fait, c'est l'avocat Hypéride qui est chargé de prendre la défense de Phryné, qui est une courtisane qui est accusée d'impiété. Et il argumente devant les juges, et tout le monde s'ennuie, bâille, attend que ça passe. Et à un moment, Hypéride arrache la tunique de Phryné et découvre devant l'assemblée des juges sa splendide nudité, parce qu'en plus elle est belle, évidemment. Hein. Et à ce moment-là, comme un seul homme, l'assemblée des juges la quitte. Et l'apostrophe acquitte. Choc. Et après, les juges se disent, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Si vous voulez, je crois que c'est la meilleure façon de tracer une frontière caricaturale entre persuader et convaincre. Ils ont été persuadés, mais avant ça, ils n'étaient pas convaincus. Et tout le problème de la rationalité rhétorique est d'essayer de trouver un chemin pour réconcilier notre capacité à être persuadé et convaincu. Et mon message à moi, c'est ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain parce qu'on a besoin de tout. Ton micro, Olivier. Je disais merci pour cette illustration très claire. Merci. Oula, il y a tout qui va tomber chez moi. Claudia, c'est à ton tour, je pense. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, je trouvais effectivement passionnant ta présentation. Voilà, tous ces concepts auxquels on est moins habitué, en tout cas moi. Forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens avec des théories en psychologie parce qu'il y a quand même quelques-uns qui essaient de comprendre la persuasion, justement la théorie du leadership charismatique qui parle justement de la nécessité d'utiliser des métaphores en fait. Et donc, ça renvoie un peu, si je comprends bien, au genre épidictique. Et donc, il y a une théorie que tout le monde ici la connaît, sur laquelle voilà, j'essaie de faire l'analogie, essayer de comprendre un peu qui est la théorie de Petty et Cacioppo sur Elaboration Likelihood Model, qui dit qu'effectivement, dans la persuasion, il y aura deux routes, en fait. Il y aura une route centrale, qui est la route où on utilise le logos, selon le type que tu as décrit ici, et la route périphérique dans laquelle on utilise le ethos et le pathos. Et donc, effectivement, dans leur théorie, l'idée, c'est que finalement, les deux routes périphériques et centrales, elles sont utiles. Elles sont utilisées en alternance en fonction du contexte, donc de la motivation du récepteur, par exemple, d'un côté, ou de ressources. Donc, voilà, je me suis demandé, donc, dans leur théorie, les deux routes sont possibles. Et les deux routes peuvent amener à la persuasion, mais voilà, il faut qu'il y ait les conditions propices pour que le logos soit d'un côté là où le pathos et le ethos. Donc voilà, je me suis demandé, voilà, comment ça rejoint un peu la question de Laurent, comment réconcilier ces deux modes pour arriver à plus de compétences rhétoriques, en fait, entre voilà, l'épidictique, donc je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il est un peu négligé, mais en même temps, garder le logos, quand même, la voie argumentative. Voilà, comment tu vois? Est-ce que tu penses qu'elles sont quand même... Comment les équilibrer ou finalement pour avoir une... Voilà, pour que notre compétence rhétorique en tant que société s'améliore? Merci beaucoup, Claudia, pour ton commentaire et ta question. En gros, je dirais que l'intérêt dans les exercices qu'on organise de produire plutôt que d'analyser, c'est qu'il suffit d'en faire une fois un exercice pour comprendre que nous sommes condamnés au réalisme d'Aristote et qu'on ne peut pas séparer ce que tu dis, la voie
centrale et la voie périphérique, au fond, elle n'est pas tellement centrale ou périphérique, c'est-à-dire physiquement, nous ne pouvons pas produire un discours dans lequel il n'y ait que du logos et pas d'éthos et pas de pathos. Et même si tu essayes de construire quelque chose de très très neutre, eh bien, tu risques par exemple, de construire tu trouves ça beaucoup chez nous, les scientifiques, c'est-à-dire on se dit, on va adopter un ethos neutre pour montrer qu'on est scientifique. Et très souvent, ça donne quelque chose de froid. Et donc, ce n'est pas un ethos neutre, c'est un ethos de quelqu'un de froid, d'insensible, etc. Donc ça, c'est la première réponse que j'ai envie de faire. Et ensuite, la deuxième, c'est que réconcilier, comme je disais, je crois que c'est réapprendre tout simplement, nous réconcilier avec ce qu'il y a de plus ancien en nous et l'apprivoiser, parce que comme toute chose qu'on parvient à apprivoiser, ça fait beaucoup moins peur et même on peut devenir tout à fait compétent, ami, etc. Donc je dirais, le fait de le faire nous apprend à nous réconcilier avec tout ça. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je pense que c'est Camilla qui avait levé sa main. Oui. Oui, tout d'abord, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation si intéressante. Maintenant, ma question, c'est par rapport à l'application pédagogique pour le développement de l'épidictique. Donc, si j'ai bien compris, en classe, donc les étudiants ils doivent développer un récit et construire tout un récit complotiste. Et donc, en quelque sorte, en se mettant à la position de quelqu'un qui crée les théories du complot, ça sert comme pré-banking. Donc, c'est une forme de pre-banking ou pré-banking contre les théories du complot parce qu'ils vont comprendre comment ça fonctionne. Donc, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie par rapport à la inoculation attitudinale qui est développée par Sander van der Linden et ses collaborateurs? Et aussi, je voulais savoir comment mesurez-vous dans votre équipe l'application de cette technique? Vous mesurez l'adhésion des étudiants aux théories du complot avant l'intervention et après? Comment savoir si cette technique fonctionne auprès des étudiants? Merci beaucoup, Camilla, pour tes deux questions qui sont deux questions fondamentales. Oui, c'est bon, il n'y a plus d'écho, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne connais pas, bien sûr, les auteurs dont tu parles, mais je crois deviner, et tu me dis si je me trompe, que ça pose la question de la peur de la contamination, qui est une vraie question et qui explique les raisons pour lesquelles tout le courant idéaliste depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les courants normatifs anglo-saxons très influents dans ces questions-là. Le critical thinking, par exemple, dit si tu mets dans ta bouche quelque chose de mal, ça risque de faire de l'effet sur toi. Et donc là, il y a un vrai débat épistémologique à avoir, puisque, comme je vous le disais en début de présentation, là, il y a des désaccords profonds entre disciplines. Nous ne pensons pas. Nous pensons que la meilleure façon d'éprouver le fait qu'on a un point de vue différent de quelqu'un, c'est de mettre dans sa propre bouche un point de vue qu'on ne partage pas du tout. Mais ça, c'est une vraie discussion épistémologique que nous devons avoir. Alors, pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est que dans nos 800, il y en a un à la visite des copies qui est venu nous faire la leçon en disant « Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment éthique de nous demander de produire un discours conspirationniste ?» Bon, voilà, c'était 1 sur 800. Et puis, ta deuxième question est essentielle aussi parce que c'est une question épistémologique et méthodologique. Évidemment qu'on n'a rien mesuré. Rien. Ni en amont, ni en aval. Et ce n'est pas du tout parce qu'on méprise cette méthodologie-là, c'est que, pour l'instant, on fonctionne que en qualitatif et pas en quantitatif.
pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons de principe, mais qui sont pour des raisons, je dirais, pragmatiques. Et donc, pour l'instant, c'est pour ça que je parlais de résultats que j'appelle partiels. Ils sont qualitatifs, mais pour moi, ça compte aussi. Par exemple, pour donner un exemple, après avoir eu un projet pendant 4 ans à l'école Marguerite Yourcenar, qui est une école particulièrement, bref, une école dans laquelle on a fait des exercices de rhétorique pendant 4 ans, eh bien, au bout d'un moment, apparaissaient dans les copies des élèves des concessions, alors qu'on ne leur avait pas du tout expliqué ce qu'était une concession. Et une concession, c'est quoi? Eh bien, c'est être capable de mettre dans son argumentaire à soi la possibilité de l'opinion de l'autre. On pourrait dire qu'il est vrai que, etc. Eh ben ça, pour moi, c'est pas quanti, c'est quali. Mais quand on a vu ça, je peux te dire qu'on avait presque les larmes aux yeux, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Pardon. Et voilà, je pense que c'est tout à fait complémentaire de la recherche qualitative et de la recherche quantitative, que ça permet d'enrichir la compréhension d'une technique, d'un outil ou d'un phénomène. Et pour l'inoculation, voilà, je pourrais t'envoyer un email pour aller plus en profondeur, mais je ne veux pas monopoliser la parole parce que je vois qu'il y a encore d'autres questions. Mais non, mais justement, les principes, c'est avoir en petite dose des fausses informations ou des théories du complot en soi pour pouvoir développer les anticorps. Donc, comme un vaccin. Ouais. Comme un vaccin. Voilà, ouais. Donc ça part de principe. Donc je trouve qu'il y a des similitudes avec la technique que tu utilises, que votre équipe utilise avec l'épidictique et la constitution des récits complotistes. Donc voilà, ça m'avait un peu interpellée, mais je pourrais t'envoyer un email après pour. Avec plaisir. Ça m'intéresse beaucoup. Merci. Merci encore. Oui, je pense qu'il y a vraiment des liens à faire entre la théorie de l'inoculation et ce que Emmanuel a présenté, qui est finalement beaucoup plus riche, je trouve, que la théorie de l'inoculation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, alors, il y a encore Kenzo qui avait une question. Oui, ton tout dernier commentaire va être une bonne amorce. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Comme disait Olivier, c'est vraiment c'est un peu émerveillant en fait de voir à quel point on peut avoir des méthodes et des approches extrêmement différentes pour investiguer les mêmes choses. Et il y a vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant là-dedans. Je trouve aussi chouette, surtout en tant que jeune chercheur en psychologie expérimentale, de voir là, enfin de voir rappeler comme ça l'intérêt de la philosophie et de voir que même un auteur qui a écrit il y a 2400 ans et une chic, que sa théorie peut permettre d'aborder des problématiques contemporaines. Moi, je trouve ça bien de rappeler l'intérêt de la philosophie en fait et des écrits de philosophes pour aborder des questions vraiment empiriques. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, pour faire des liens avec ma propre façon de voir ces problèmes, ça m'a vraiment fait penser à cette opposition en fait entre qui a été abordée pendant la présentation entre lutter contre le complotisme par le debunking ou le fact-checking, où on explique, voilà, tout ceci c'est factuellement faux, donc patati patata, il ne faut pas y croire, parce que c'est factuellement faux et que les arguments sont faux. Donc ça renvoie vraiment à la dimension du débat et de l'apodictique, si j'ai bien compris. Et de l'autre côté, vraiment, s'interroger beaucoup plus sur la vision du monde sous-jacente, ce que finalement le discours complotiste peut permettre d'apporter au niveau de certains besoins psychologiques, au niveau de la vision du monde plus ou moins satisfaisante que ça permet de construire, etc. Et une question que je me posais, c'est que par rapport aux interventions, donc est-ce que l'idée c'est d'amener les gens à ne pas prendre finalement de l'apodictique de l'épidictique pour de l'apodictique? Et est-ce que c'est finalement une façon de lutter contre le complotisme? Et la question que je me pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas du coup une espèce de risque un petit peu méta où on reviendrait à une forme de normativité idéaliste, mais enrichie en fait avec cette réflexion sur le fait de ne pas confondre le registre vraiment argumentatif et le registre plus, on va dire, de la vérité éthico-esthétique?
Est-ce que tu peux préciser la fin de ta question parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris. En fait, c'est par rapport vraiment à l'objectif de cette démarche d'amener les gens à vraiment, comment dire, se mettre dans les chaussures d'une personne qui ne pense pas du tout comme eux. Est-ce que finalement, une question que je me pose, et l'exemple du darwinisme et du créationnisme, par exemple, est-ce que l'idée sous-jacente, c'est finalement d'amener les gens à adopter, entre gigantesques guillemets, la bonne position? Et donc, ce serait une façon en fait de reconnaître qu'il y a une trop grande emphase sur les normes argumentatives, etc. Mais tout en, mais cette démarche se mettrait elle-même au service d'un idéal, on va dire, de vérité et même de science et de rigueur intellectuelle. Oui, alors merci pour la précision parce que du coup, je vais essayer de répondre à ta question qui est aussi une vraie question où voilà, je suis vraiment heureuse qu'on puisse parler d'épistémologie parce que je crois que c'est le nerf de la guerre. Dans la discussion, toutes les discussions préalables aux interventions en classe de biologie avec Jean-Christophe Debizeau, il y avait des questions qui tournaient autour de ça. Et je pense que dans le chef de beaucoup de scientifiques, voire de philosophes, il y a l'idée qu'on va trouver, qui est héritée de Platon, qu'il y a une bonne position. Et que si on fait un effort de rationalité, on va nécessairement, naturellement, tomber sur la bonne position. Et que donc, un débat, ça sert à ça. Ça sert à se mettre d'accord sur la bonne position. Et la plupart des scientifiques qui par exemple là, le biologiste, c'est vraiment un ami, hein, son épistémologie spontanée, elle dit ça. Et d'ailleurs, leur programme est constitué comme ça. Ils voient d'abord le fixisme, et puis le lamarckisme, et puis enfin le darwinisme qui est le plus intelligent, etc. Et j'ai dû, par les discussions, donc moi je suis tout à fait opposée à cette idée-là. Je ne pense pas que le débat, ça sert à mettre les gens d'accord. Ce qu'on a fait en classe de biologie, ça a servi simplement à permettre que la parole circule de nouveau un petit peu. Et ça n'a rien à voir. Donc moi, je suis très éloignée de cet idéal normatif que tu évoques. Je crois que la parole circule en démocratie, c'est déjà quelque chose. Et par exemple, Perelman a toute une théorie du désaccord qui est très intéressante, où il dit le désaccord, c'est normal en démocratie, en fait. C'est quand il n'y a pas de désaccord qu'il faut s'inquiéter, parce que ça commence à ressembler à de la dictature. Et donc, mais dans les débats épistémologiques, le point de vue, oui, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait tous adopter un seul point de vue parce qu'il est plus intelligent que les autres. Mais ça, c'est le modèle de la République de Platon et des rois philosophes, et ça, c'est pas la démocratie. Merci beaucoup pour cette super réponse. Mais, oui. Alors, il n'y a plus personne qui a levé sa main. Ouais, okay. Mais là, tu as oublié de baisser la tienne ou... Oui. Donc, oui. Donc, bon, moi, j'ai déjà dit que j'avais vraiment apprécié beaucoup ton intervention. Donc, c'était vraiment passionnant. Mais donc, j'essaye évidemment de voir ça par rapport à des vrais discours complotistes tels qu'on peut les voir. Donc, je pense à Crève-Cœur, je pense à Ceci n'est pas un complot, par exemple. Et donc là, je trouve que les genres que tu illustres sont très, très clairs, notamment dans le positionnement éthique, le temps que passent les gens à essayer de montrer leur légitimité, quoi, pour essayer de dire qu'ils sont comme vous, ils se mettent à votre hauteur, et donc eux peuvent vous parler, ils ne sont pas comme ces élites qui vous parlent d'en haut. Et donc, avant de passer à l'argumentation sur le fond, ils passent un temps fou à essayer d'asseoir leur crédibilité. Mais quelque chose aussi que je me posais comme question, c'est comme disait Kenzo, effectivement, la tendance qu'on a, c'est de lutter
contre ce genre de discours par du fact-checking en montrant que ceci, tout ça est faux. Et c'est manifestement insuffisant parce que ça ne fait finalement que cristalliser des identités. J'ai l'impression que les gens qui aiment, qui apprécient ce discours se sentent menacés par le fact-checking et en fait vous stigmatisent en disant si tu n'as pas ressenti ça comme moi, tu n'es pas dans mon groupe, donc je ne t'écoute pas. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est dans finalement, c'est le pathos qui détermine ici le logos. Hein, donc finalement, les faits ne sont que des paravents pour juste essayer de donner une apparence un vernis de respectabilité, si j'ose dire, au sentiment, à ce ressentiment qui est le cœur de l'adhésion aux théories du complot. Et donc, si on travaille juste sur l'esprit critique, effectivement, je pense qu'on est un petit peu... En tout cas, je me demandais comment tu définissais exactement l'esprit critique, parce que tu n'y vois pas que le logos, manifestement. Et c'est vrai que moi, quand je discute d'esprit critique, et même avec Camilla, on le voit principalement en termes de logos. Et j'ai l'impression que tu as une vision beaucoup plus générale de la notion d'esprit critique. Enfin voilà, c'est juste des réactions, c'est pas vraiment une question en fait. Mais t'écouter chaque fois me fait penser à plein de trucs. Et donc voilà. Super, merci beaucoup Olivier. Je dirais juste un petit quelque chose parce qu'on a tous les deux beaucoup de journalistes au téléphone pour l'instant, hélas, vu la situation. Et que ce que je constate, c'est qu'eux-mêmes commencent à être vraiment aux abois. Ils ne savent plus. Ils ont peur de faire mal et ça devient un vrai problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les gens à voir plus clair? Même ça devient une question compliquée. Oui, tout à fait, je constate ça aussi. Et leur tendance, moi, que je vois qui est très psychologisante, c'est qu'ils essayent de catégoriser les gens. J'ai tout le temps un journaliste, est-ce qu'un tel est complotiste ou est-ce qu'il n'est pas complotiste? Et donc, ça devient ça la question. Et donc, ça va, s'il est complotiste, c'est bon, on peut le disqualifier, il ne faut pas l'écouter. Et donc, on est dans un... à la limite, cet adjectif complotiste est presque parasite toute possibilité de débat, en fait, ou d'écoute, simplement. Hein. Et là, je suis assez d'accord avec le documentaire de ce point de vue-là. Oui, ben on va se retrouver bientôt. Oui. Voilà, ben, je pense, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, il n'y a plus que ma main qui est levée. Mais donc, il nous reste vraiment à te remercier le plus chaleureusement du monde et je vais vous demander, si vous voulez bien, d'enlever vos micros et qu'on fasse une belle salve d'applaudissements en s'imaginant dans notre salle de séminaire pour... bien sûr. Enregistré, je vais même mettre l'écran, le séminaire sur un lien public si vous voulez le réécouter ou explorer certaines choses. Voilà. Et du coup, si je veux bien recevoir le lien quand il est disponible. Oui, bien sûr. Moi aussi, Olivier, si tu veux bien. Je t'avais déjà envoyé un petit message, comme ça, José, qui vient de rentrer de ses aventures, pourra écouter Emmanuel. Voilà. C'est gentil, Régine, merci. Merci à tous. Ouais, merci à toi. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup, au revoir.